Depuis 1950, l'armée chinoise impose son ordre sur ces immenses étendues montagneuses, théâtre d'un lent génocide. Derrière la formidable machine de propagande et de désinformation chinoise, le véritable visage du Tibet d'aujourd'hui, c'est celui de la violence et du sang. Mais il existe une force encore plus grande que la répression de Pékin, c'est la puissance du courage des Tibétains. En 1959, face aux menaces, le Dalai Lama se réfugie en Inde, où une résistance pacifique s'organise alors autour de son gouvernement en exil à Dharamsala. Elle va réussir à se faire connaître et gagner l'appui d'autres nations dont les opinions publiques manifestent une sympathie pour les Tibétains. À Paris, pour le 60e anniversaire de sa sainteté, le Dalai Lama, cette jeune Tibétaine interprète la même chanson qui fut chantée en secret à Lhasa quand le Dalai Lama reçut le prix Nobel de la paix et que la nouvelle se propagea dans la capitale du Tibet. Alors pourquoi on fait ça? Pour le futur Tibet, pour le Tibet. C'est pas pour nous. Normalement, le moine, on ne peut pas faire politique, mais pourquoi pas en ce moment-là? Il y a une grande place, ça s'appelle Songjurawa. On a commencé à partir de là, ces manifestations, certaines, en ce moment-là, des centaines de mois, à peu près 800. En ce moment-là, j'étais sur la croix de Zurlakhan. Les policiers sont venus. Moi, je veux essayer de déranger Zurlakhan, échapper. Donc, malheureusement, il y a certains policiers qui arrêtaient. Bon, je n'ai pas la chance, j'ai resté tranquillement. Donc, il est venu frapper. Alors, c'est aussi, en ce moment-là, frapper, c'était électricité. Après, voilà, je me souviens plus, je suis complètement perdu. Quand je me réveillais, j'étais prisonnier. Quand les policiers ont commencé à tuer les Tibétains, moi-même, j'étais bien effrayé. Mais je n'avais aucune idée à ce que faire. Je n'avais pas envie à m'enfuir parce que je n'ai pas voulu trahir les Tibétains. Évidemment, ils ont été besoin des témoins. Et ils ont demandé à nous tous à témoigner, à expliquer à la monde extérieur. Suddenly we see a small group of monks and nuns, but also some lay people, their faces covered with dust masks. We see them come by, and one of them was carrying a Tibetan flag. And this was happening in the middle of a very, very busy market. And we were in the middle of this crowd, and we were so shocked to see that, because all the time I'd been in Tibet, I'd never seen anything like this. We saw the soldiers coming into the street, and before I could turn around, I was shot. So there was no time for warning. This happened within a second. They just ran in the street, they shot everybody. And they shot straight, because I was hit in my arm. Now, I'm quite a bit taller than a Tibetan. So for Tibetans, it's they didn't aim at the legs or something like that. They shot straight into this whole crowd. Now later we heard that another group of soldiers ran to the demonstrators in front of the temple. And the leader of this group of soldiers, he shot the monk who carried the flag from about 1 meter distance through the head. And then after that, the other soldiers, they opened fire on all the people who were demonstrating. But the people who were demonstrating were in front of the temple,
And in front of the temple, in the Jogang temple, there's always a lot of people praying, meditating, making prostration. So also all those people were exactly there where the soldiers were firing. Ils nous ont passé des sangles autour du cou. Ensuite, ils nous ont violés avec des matraques électriques. Puis, ils nous ont exposés nus aux yeux de tous. Depuis le début des émeutes contre l'invasion de la Chine, les femmes, surtout les plus pacifistes, les nonnes, ont joué un rôle très important au Tibet. Si on regarde maintenant les statistiques de ces dernières années, on peut dire que depuis 7 ans, on a recensé à peu près environ 240 émeutes contre l'occupation chinoise, dont la plupart étaient menées par les femmes et surtout par les nonnes tibétaines. Je crois que les nonnes, elles se disent qu'elles n'ont rien à perdre. Leur but principal lors de leurs études bouddhistes, c'est de se détacher de ce monde. Donc elles se sacrifient pour la souffrance des femmes au Tibet. Cet intérêt pour le Tibet a ensuite fléchi dans les années après-guerre et l'occupation chinoise, tout simplement parce qu'on n'en entendait plus parler, qu'il n'y avait plus de voyageurs qui s'y rendaient, et que contrairement à ce que l'on dit aujourd'hui, pendant toute la période de la révolution culturelle, les intellectuels en Occident et en France, entre autres, étaient plutôt favorables au régime chinois. Hein. Et c'est à cette période qu'il y a, comme vous le savez, eu les destructions les plus importantes sur le plan culturel, également social, au Tibet. Ensuite, le Tibet commençait à être rouvert par les autorités chinoises aux étrangers. Et de fait, assez curieusement, les scientifiques français ont été parmi les premiers à y être invités. Et moi-même, le Tibet s'est rouvert en 1980, j'y suis allé en 1981, 82, 83, dans le cadre de missions scientifiques. Et lorsqu'il y a eu les manifestations importantes en 1987, où il y a eu une répression militaire, il y avait sur place pas mal d'étrangers, et dont des Français. Hein. Et à ce moment-là, se sont précipités à l'assaut les médias, les journalistes, aussi bien des journalistes accrédités en Chine que des journalistes qui n'y allaient que pour ça. Et donc tout d'un coup est apparu dans plein jour, si vous voulez, le problème tibétain. En même temps, depuis la fin des années 70, il y a une figure tibétaine qui a été de plus en plus connue par les médias, qui a été le Dalai Lama. Hein. Et le Dalai Lama a joué un rôle, médiatique, pour simplement ne parler que de ce plan-là, tout à fait exceptionnel, parce qu'il a eu l'intelligence de penser le mouvement tibétain en termes de non-violence, qui lui étaient des termes relativement naturels, hein, en tant que bouddhiste, etc., et qui en même temps se sont avérés avoir un écho très profond dans la population occidentale. Bon, cela fait 3 ans maintenant que je travaille dans les camps de réfugiés tibétains avec Médecins du Monde. J'ai mis en place plusieurs dispensaires, j'ai formé des agents de santé. Il y a une convention qui a été signée avec l'hôpital de Béziers et Médecins du Monde, et les élèves dont sont venus avec moi l'an dernier pour m'aider dans des soins de santé primaire. Au départ, c'est une proposition que m'a fait Médecins du Monde de travailler dans les camps de réfugiés tibétains. Et maintenant, je crois qu'on ne peut pas travailler 3 ans dans des camps de réfugiés tibétains sans aller jusqu'au bout de son action, c'est-à-dire dénoncer tout ce qui se passe à l'heure actuelle en Chine, et notamment la violation des droits de l'homme. And received the Nobel Peace Prize for 1989 with a gold medal and the diploma. De nombreux groupes de défense et d'information sur le Tibet sont apparus après les événements de 1987. Leur travail a eu pour effet des prises de position plus claires parmi les instances politiques occidentales. Le courage et la détermination du peuple tibétain dans sa lutte pacifique ont abouti à la remise du prix Nobel de la paix à Sa Sainteté le Dalai Lama.
First, let me say a few words in Tibetan. Les associations en faveur du Tibet, il en existe des dizaines en Europe et en France. Elles se sont intéressées à différents aspects, l'humanitaire, comme France Liberté, ou aide à l'enfance tibétaine, et la politique, comme France Tibet, où le comité de soutien au peuple tibétain crée son impulsion d'un journaliste. Pouvez-vous nous rappeler l'origine de votre intérêt pour le Tibet ? Oui, en 1985, j'ai visité le Tibet et j'ai pu constater l'état de destruction et d'oppression dans lequel les Chinois tenaient ce pays. J'ai souhaité alors faire quelque chose, chercher une structure, il n'en existait pas. Nous avons donc créé, nous, Anne de Lasselle et moi, nous étions simplement deux, nous avons créé le comité de soutien au peuple tibétain. Très vite, nous avons constaté qu'il existait un capital de sympathie pour le Tibet, mais qu'il fallait le mobiliser. Nous avons alors rencontré le Dalai Lama, nous lui avons demandé ce qu'il souhaitait, quels étaient ses objectifs, et nous nous sommes mis en contact avec des hommes politiques, ce qui n'était pas toujours très facile, puisqu'à l'époque, il existait une circulaire qui interdisait aux responsables ministériels de rencontrer les membres du gouvernement tibétain en exil. Oui, avant de m'engager dans le comité de soutien au peuple tibétain, j'ai, comme journaliste, fait beaucoup de choses pour la population tibétaine. J'ai notamment, lorsque j'étais producteur de résistance, organisé un reportage clandestin au Tibet qui a été réalisé par Dan Loustalo, qui m'a valu d'ailleurs bien des ennuis avec les autorités chinoises. Mais enfin, ce film a été diffusé et il a remporté beaucoup de succès parce que c'était un film vraiment au cœur de la population tibétaine qui montrait très bien quelle est la répression des autorités chinoises sur ce peuple. Jean-Paul Ribes nous a écrit, comme je suppose il a écrit à plusieurs maires, pour nous demander de parrainer un prisonnier politique tibétain, un moine, qui avait commis le grave crime de traduire la Déclaration universelle des droits de l'homme. J'ai donc parlé de cette affaire à mes adjoints, et ensuite j'ai soumis le dossier au conseil municipal, qui a accepté à l'unanimité la délibération proposant le parrainage de ce prisonnier politique. Pouvez-vous nous parler du groupe que vous avez formé à l'Assemblée nationale ? Bien, le groupe a été créé en 1989, créé à l'initiative de Jean-François Degnaud, qui était tout de même le premier à sensibiliser les Français au problème du Tibet, en liaison étroite avec Jean-Paul Ribes, qui s'occupe d'associations très actives sur le problème du Tibet. Et après les émeutes de 87, donc nous sommes intervenus ici à l'Assemblée nationale, un peu contre vents et marées, pour créer le groupe. Nous n'avions ni l'appui du président de la République de l'époque, François Mitterrand, ni l'appui du ministre des Affaires étrangères de l'époque, Roland Dumas, ni l'appui du président de l'Assemblée, Laurent Fabius, et nous les avons beaucoup bousculés, donc le groupe a été créé. Nous avons eu l'occasion d'ailleurs de recevoir simplement ici, à l'Assemblée nationale, à l'hôtel de Lassay, à quelques pas d'ici, 2 fois le Dalai Lama. Une première fois avec Laurent Fabius, une deuxième fois avec Philippe Seguin. Et cet après-midi, vous recevez Palden Giatso ? Cet après-midi, nous recevons le vénérable Palden Giatso. Nous le recevons avec d'ailleurs Gilles van Grasdorff, qui est un des journalistes qui a le mieux témoigné sur les problèmes du Tibet, qui a écrit des livres. Et nous serons un certain nombre à donner la parole donc à un Tibétain qui a souffert personnellement pour exprimer ses opinions religieuses et pour soutenir ce que le Dalai Lama souhaite faire au Tibet, c'est-à-dire l'autonomie. La première opération qui était importante, et le Dalai Lama insiste beaucoup, c'est qu'on n'oublie pas le Tibet. Sur 4 milliards d'individus, 6 millions de Tibétains, et encore, est-ce que ça pèse lourd aujourd'hui aux marches de l'Inde et de la Chine? Peu. Donc nous continuons à parler du Tibet. Après les dernières élections législatives de 1993, est-ce que vous avez à nouveau subi des pressions de la part de la classe politique française ? Pour ma part, je vous l'ai dit, le groupe s'est constitué contre tout ce qu'on appelle les organes constitués. Lorsque j'ai voulu le reconstituer, le président de la Commission des Affaires étrangères, Valéry Giscard d'Estaing, n'était pas vraiment favorable, grâce à l'appui d'ailleurs des journalistes, qui sont des gens très importants pour témoigner. Le groupe a été reconstitué, donc au contraire, plus on essaie de nous empêcher de fonctionner, plus le groupe fonctionnera. Les autorités chinoises contrôlent très strictement les monastères tibétains,
véritable foyer de la résistance. La majorité a été détruite, les objets sacrés fondus et les textes anciens brûlés. Les moines respectent toute forme de vie et croient en la puissance de la vérité. Ils défendent les droits des Tibétains qui sont systématiquement violés, dénoncent le pillage et les destructions de leur environnement. C'est pourtant une culture, une identité nationale et une religion qui sont en voie de disparition. En septembre 1987, quelques jours après un discours de sa sainteté le Dalai Lama à Washington, des affiches apparaissent dans la rue de Lhasa. Elles reproduisent une résolution de la Chambre des représentants américaine accusant la Chine de violation des droits de l'homme au Tibet et la tenant pour responsable de la mort de plus d'1 million de Tibétains. Et le 27 septembre 1987 commence alors une longue série de manifestations dont certaines seront réprimées dans le sang. À chaque fois, des moines tibétains ou des laïcs sont emprisonnés et torturés. J'ai rencontré Hongda Harry Wu l'été 92 à Washington alors que je travaillais pour une organisation, Freedom House, pour laquelle je préparais un dossier sur les droits de l'homme en Chine. C'est à cette époque que Harry a créé sa fondation, The Laogai Research Foundation, dont le but est de dénoncer le Laogai aussi bien en Chine qu'au Tibet. Laogai signifiant les camps de réforme par le travail. Le Laogai ne sert qu'à détruire les hommes et les femmes par un travail d'esclaves et par un lavage de cerveau systématique. Il doit donc être condamné aussi bien en Chine qu'au Tibet. Qu'avez-vous ressenti lors de vos rencontres avec sa sainteté le Dalai Lama ou avec le vénérable Palden Gyatso? Dalai Lama, I very, very respect him. Okay. He is a very good human being, brave, calm, peaceful, and very wise. And he's a good leader for Tibetan. I always say, unfortunately, we Chinese didn't have a leader as Dalai Lama. Okay. I also met the Tibetan monk. I was invite him and organize him, went to the American house, give the testimony before the international relationship. I think he served so many years in Chinese Laogai as a survival. His story have to tell all the people, not only Tibetan, not only Chinese. The whole world have to listen to it. Okay? The story have to pass to our children, to our children's children. I think Tibetans have the rights to looking for their own political system, their religious system. Okay. I don't think the communist government have the rights, have the power to apply the communism system for the Tibetan. There's no rights for these autocracies say, well, our political system, our religious behavior, our religious faith is good for you, so you have to take our system. I think nobody can do that. This is basic political violence, basic violation of human rights. Comme le vénérable Palden Gyatso, vous avez passé beaucoup d'années dans les Laogai, c'est-à-dire les goulags chinois, et cet été vous êtes retourné en Chine pour enquêter, et vous avez été arrêté à nouveau à la frontière. Pourquoi? In June 19th, I was stopped at the Xinjiang-Kyrgyz border. The Chinese public security right away check out by my passport in the computer system. And they right away detain me. And after the international pressure, especially the American government, the American Congress, and the American people, constantly, very high pressure applied to the Chinese government. And finally, they decide to become a public arrest me, and then have a so-called trial, and then expelled me. Au Tibet, si les femmes passent outre les quotas de l'enfant unique, elles s'exposent alors à de sévères sanctions économiques et sociales. Cette politique chinoise n'a qu'un but,
humilier les Tibétains et les réduire à une minorité dans leur propre pays. En septembre 1995, l'ONU organisait une conférence mondiale des femmes à Pékin. Pourtant, la majorité des Tibétains en exil n'ont pas obtenu de visa pour s'y rendre et dénonçaient notamment les stérilisations et les avortements forcés. En Occident, les pressions des diplomates chinois ont toujours porté sur la non-ingérence dans leurs affaires intérieures. Les menaces se précisant et débouchant sur un chantage commercial si la question des droits de l'homme prenait trop d'importance. Une certaine lâcheté se cache derrière les accords commerciaux avec la Chine et ces affaires occultent bien des horreurs perpétrées au pays des neiges. Et c'est un exemple de lâcheté de pays occidentaux. Et pour cette année de la femme, particulièrement, je suis venue manifester comme je peux ma sympathie pour leur combat. C'est-à-dire que n'ayant pu, et n'ayant pas voulu non plus d'ailleurs, me rendre au Grand Forum à Pékin sur le problème des femmes, sur les libertés des femmes, j'ai pensé que je pouvais être utile aux femmes tibétaines qui m'avaient sollicité pour remettre un message de leur part, puisqu'elles étaient interdites. Et donc, avec elles, j'ai préféré agir en France et faire une manifestation française, mais pour les mêmes causes. Je suis venue aujourd'hui parce que je suis écœurée par la lâcheté, l'hypocrisie, le cynisme des pays occidentaux quand il s'agit de leurs intérêts commerciaux. Le Tibet est un pays à qui on veut enlever son identité. Il y a les viols des femmes, il y a tout ce qu'on sait. C'est un désastre écologique, c'est devenu une poubelle nucléaire. Ce matin, vous avez eu des femmes qui ont manifesté tout l'après-midi contre l'avortement et contre les blocages des chinois. Pareil, porte close, on les a vus ce matin, ils nous ont dit aucun dépôt de processus, quelle que soit la personne, aucun courrier, personne ne sera reçu, pas de lettre, pas de pétition. Donc ça serait fermé. Bon, on va repasser sous la porte. Oui. Et voilà comment on est obligé de s'adresser aux Chinois. C'est dans le milieu, on va venir parler. Alors quand il est venu me voir à Paris, parce qu'il est venu me voir à Paris avant que j'aille à Dharamsala, quand il est venu me voir à Paris, j'ai eu des pressions considérables de la part du gouvernement chinois, par la personne de son ambassadeur, et même du gouvernement français, qui voyait cette présence du Dalai Lama à la Fondation comme un peu une provocation. Et moi, j'avais un discours très simple. Je disais, écoutez, il a un visa pour rentrer en France. C'est un homme libre. Moi, je suis une organisation non gouvernementale, libre. Il vient chez moi. Qui fait de l'ingérence chez qui, en m'interdisant de le recevoir? Alors, je n'ai pas cédé. Mais c'est vrai que ça m'a valu des haines fortes en Chine. Alors le mandala de Kalachakra, qu'est-ce qu'un mandala? En tibétain, un mandala veut dire disque, cercle, c'est un territoire, c'est le palais d'une déité, d'un Bouddha. Et un mandala est une sorte de parcours initiatique qui est donné à contempler à un novice tibétain, mais aussi bien un novice occidental. Le spectateur de ce mandala est censé pénétrer cette figure, qui est une figure axée, centrée, et qui est la représentation symbolique d'une terre purifiée de Bouddha. Et le but du mandala est d'atteindre au centre où figure, posée dans une fleur de lotus, une déité qui est ici le Seigneur du temps.
Jean-Pierre Barraud et moi-même, qui sommes les commissaires de l'exposition, avons fondé une association, Arts sans frontières, dont le but est de faire dialoguer les cultures du monde par le biais des arts plastiques. Et c'est donc dans le cadre de cette association que nous avons eu l'idée de faire venir des moines tibétains du monastère Namgyal de Dharamsala, le monastère du Dalai Lama. Ce monastère, en effet, depuis 1981, a décidé d'exporter sa culture par le biais notamment de ses mandalas, de montrer ses mandalas à l'étranger. Donc avec cette idée, nous avons contacté le parc de la Villette, qui travaille tout à fait dans ce sens, de favoriser ces dialogues entre cultures. Et la Villette s'est montrée tout à fait bien disposée, favorable à ce projet. Et donc nous avons monté l'exposition en collaboration totale avec la Villette. Yes, we're all looking for the Tibet government in exile. We're looking for the support, but because of the political, business, commercial problems, there's always a problem for the Tibetan issue. But I think it's good that we can at least inform the public, not only in French, but in everywhere in the world, through the art, the problems of Tibet, the difference of culture with the Chinese, the Tibet and the Chinese difference, mentality, the culture and the art and everything. And I think it's a great honor for the Tibetans to show the art which has been destroyed in the last 40 years in Tibet. So I think the public has a very strong sympathy for Tibetans that I can observe. Avez-vous le sentiment que les visiteurs de l'exposition connaissent le problème tibétain ? Qui connaissent le Tibet, oui. Qu'il y a un intérêt très profond, oui. Un grand respect. Je pense un respect pour un peuple qui aujourd'hui est le seul à utiliser certaines armes comme la beauté, comme la paix, comme des armes totalement inoffensives mais qui ont cependant un pouvoir extrême qui est celui d'attirer des foules et des foules face à cette pratique qui est quand même une pratique loin d'être accessible au grand public, au moins en apparence, quoique le grand public réagit tout à fait bien. Et ce qui est très frappant, je trouve, c'est la diversité aussi des âges, des catégories sociales, ça va du bébé au vieillard, en passant par toutes les phases de la vie humaine. Le public est invité à assister à la réalisation du mandala depuis les premiers tracés sur la table, en passant par les premières couleurs et jusqu'au tout dernier moment, jusqu'à la cérémonie rituelle de fin qui sera aussi ouverte au public et au cours de laquelle donc, les moines vont ramasser les poudres, les mettre dans une urne et les porter dans l'eau. Well, the many public say we are for you. We have sympathy for you. We understand the situation. So I think it's a good in the sense of passing the truth message, the knowing of the truth, which is most important in this world at the moment. So I think it's a good start, a good information. And I can see from the public's expression that they have such a feeling, and I think this is a very good sign for Tibet.
Le vénérable Paden Gyatso est un moine qui a passé 33 ans de sa vie en prison et dans les laogas chinois au Tibet. Il travaille aujourd'hui dans les camps de réfugiés à Dharamsala et son objectif est d'informer l'Occident sur la situation au Tibet. Nous l'avons rencontré au cours de sa venue en France. 지기 송서도 전에 미왕자 용조 포니 강따라 코이니 잘라는 시리 코란 가바샤 가바자 고마자 샤네 디그리데 세샤네 미송자 세샤네 디그리 야머세버제 샤제 지 니다 땅 가리자 제버 가리지 맵자 땅 가리제버 이네 다 코란 라과 라리 뭐슈 시라 주는 요 말이 nganzu toptan de nganzu la goyu toptan de yin nganzu la tabati zebling ki jojo de tumberis de ini toptan de jinzu zamja meba songza de yin tabzu de dembaris pumi ini dile shiwe toane ini 세민 시외 탑란 주인이 ini 재밀까지 세고할 마도 재밀 마 제고는 재밀 세고 시기니 와 말이스 딘데 손자 콘서 탑주의 장대리 장전 딜랑한조 인게미 저링이 제가 만개이는 로교 제고 그래스 대학바라 이니 퍼렌시기 이니 제가 그 난게 이니 표준 잡조 초보이는 타지도 있는 로교는 거 아래스 마음 바나타 퍼디이는 라완 톱다 마도 데토알라 있는 니 컨데지더기 마음 발라 땡땡 별라 있는 라완 톱그리 생도 별라 라완 톱그리라 자나레 주어칭니 자나레 자나 메셀라 있는 라완 톱그리 생도 디 가르레스는 평급 저링 토알라 있는 마쇼 용조 팜사바리 개미자마도 마쇼 대요 말에 저링 용조 이니 사지당 이니 라완 망주 초알 두고와리 디 인도전에 이니 벽에 내두지다 자나 내두이네 대회장 이니 마원발라 있는 나 이니 라완다 벽 라완 토비아당 디 자나라 라완 토비아기 있는다 예지 있는 용소유 스포바 첨보유 Le Dalai Lama, il va revenir au Tibet. Le Tibet, un jour, sera libre. Ouais. Si c'est continue, le Tibet, un jour, disparaît par la Chinois.